Bonjour à tous, vous écoutez Marie Petitot, la plume qui dépoussière l'histoire et fait revivre les personnages du passé. Égérie du Second Empire. Épisode 2, étincelante princesse de Metternich. Paris, 1867. L'exposition universelle bat son plein. En cette soirée du 28 mai, les têtes couronnées qui affluent dans la capitale française se bousculent chez le prince et la princesse de Metternich à l'ambassade d'Autriche rue de Grenelle pour une nuit hors du temps. La Gazette nationale célèbre l'événement. L'hôtel de l'ambassade d'Autriche s'était transformé pour le bal d'hier soir en palais féerique. Ce sont 2000 invités en grande tenue de gala, parmi lesquels le roi et la reine des Belges, le prince et la princesse de Prusse, la grande duchesse Marie de Russie, le prince et la princesse Murat. Vers 11h30 du soir, Napoléon III et Eugénie font leur apparition. L'empereur est en frac bleu et arbore la Légion d'honneur. L'impératrice illumine l'assemblée dans une robe de gaze et de soie jaune paille qui lui sied à ravir. À l'arrivée du couple impérial, la princesse de Metternich donne le signal. On écarte alors les lourdes draperies qui dissimulaient jusqu'à présent une somptueuse salle de bal construite exprès pour l'événement sur le jardin de l'hôtel particulier. Quelle surprise de découvrir Johann Strauss, convié à Paris par la maîtresse de maison, debout, la baguette levée, face à son orchestre dissimulé par de gigantesques palmiers. Pour la première fois à Paris, le compositeur fait exécuter à ses musiciens, avec un indicible brio, la valse du beau Danube bleu. L'américaine Lily Moulton, qui est de toutes les fêtes impériales, raconte l'émotion qui étreint l'assistance. Personne ne songeait à danser, chacun était subjugué par ces rythmes entraînants et nouveaux. Nous comprîmes alors que jamais, avant la venue de Strauss, nous n'avions entendu une véritable valse. Et comment il l'a joué, avec quel feu et quel entraînement! Le talent du musicien viennois est salué dans la presse. Jamais valses plus entraînantes n'ont été jouées par des instruments plus mélodieux. À la fin du bal, les assistants ont fait une véritable ovation à Strauss, qui a été applaudi comme un maestro un soir de première représentation. Quant au Figaro, il rend hommage à Monsieur et Madame de Metternich, qui font, peut-on lire, les honneurs de cette fête avec leur grâce accoutumée. Le journaliste ajoute « C'est tout particulièrement à la princesse que l'on doit l'ordonnancement des moindres apprêts. Dans tous les détails, on sent la main d'une femme d'esprit et de goût. » Pauline Sándor, née en 1836 à Vienne dans une famille austro-hongroise. Son père, le comte Moritz Sándor, est un aristocrate très populaire, plein d'esprit et de vivacité. Cet original est connu pour sa furieuse passion équestre. On ne compte plus les prouesses hippiques de ce vrai sportsman qui compte parmi les plus aventureux de l'époque. Conducteur inconscient, il multiplie les escapades et les accidents aux quatre coins du globe. La mère de Pauline, la princesse Léontine de Metternich, est la fille du prince Clément de Metternich, célèbre et puissant chancelier de la monarchie des Habsbourg. C'est à la cour de Vienne que la très jeune Pauline évolue. Déjà, elle frappe par l'indépendance de ses manières et le sans-gêne de son esprit. Sa spontanéité distinguée réchauffe l'atmosphère un peu compassée de la cour impériale d'Autriche à cette époque. En 1856, Pauline, 20 ans à peine, épouse son oncle, Richard de Metternich,
26 ans, frère cadet de sa mère Léontine. Chez les Metternich, on a la politique dans le sang. Richard a embrassé une brillante carrière de diplomate et la nouvelle princesse de Metternich participe activement aux missions de son époux, d'abord à Dresde, puis à Paris. C'est en 1859 que Richard, proche ami de l'empereur François-Joseph, accède au rang d'ambassadeur d'Autriche en France. Pauline se souviendra plus tard de cette ambassade comme les plus belles et les plus brillantes années de sa jeunesse. Il faut dire que les jeunes gens, respectivement âgés de 22 et 29 ans, font sensation. C'est un vent de fraîcheur et de nouveauté qui souffle dans la capitale française. Le Paris mondain et politique s'enthousiasme follement. De tous les ambassadeurs étrangers accrédités à Paris dans la dernière décennie du Second Empire, le plus saillant et le plus en vue est sans conteste le prince Richard de Metternich. Ses intentions conciliantes, ses manières affables, la droiture et la loyauté de son caractère lui attachent tout de suite Napoléon III, qui lui offre son estime, sa confiance et son affection. L'ambassadeur est aussi doué et digne de confiance que l'homme est agréable et captivant. Le comte de Mauny, qui l'a côtoyé, en dresse ce brillant portrait. Monsieur de Metternich était avec tout le monde, d'une rondeur et d'une politesse pleine de simplicité, auquel on reconnaissait de suite le véritable grand seigneur. C'était un mélange bizarre et séduisant, de parfait mondain et d'incorrigible pot-au-feu. Le caractère très vif de Richard se marie parfaitement à la personnalité originale de Pauline. À peine fait-elle ses débuts à la cour en cette année 1859 qu'elle ravit, attache, entraîne, et ce jusqu'à la fin de l'Empire. Non qu'elle soit particulièrement jolie, au contraire. Madame Moulton la décrit comme loin d'être belle. On remarque que l'ovale de son visage n'est pas très régulier, que les lèvres sont épaisses et la bouche un peu trop large. La courbe imprévue du nez aux narines relevées lui donne un air simiesque, juge les plus mauvaises langues. Pauline elle-même se plaît à faire sa propre critique, se surnommant le singe de Paris. En revanche, c'est un concert unanime de louanges sur l'éclat de ses yeux noirs, pétillants de malice. Les expressions de ce visage mobile où le regard est roi traduisent la fine intelligence de cette femme qui compte parmi les plus spirituelles de la cour. Lâchée dans la fête impériale, elle nage comme un poisson dans l'eau. L'homme de lettres du XIXe siècle, Frédéric Lollier, écrit « Dès son arrivée, elle s'était rendue compte de l'esprit de la société où elle était appelée à vivre, dans un milieu de jeunesse, d'insouciance et de luxe, et elle s'y trouva comme chez elle. Elle laissa, comme on dit, galoper son naturel. » L'esprit souple et pénétrant de Pauline est capable de s'adapter à n'importe quelle situation et à n'importe quel interlocuteur. Cette personnalité naturelle et franche se double de gaieté. Elle a hérité de son père un délicieux grain d'ardeur turbulente qui fait jaillir de ses lèvres des réparties et des boutades mémorables et toujours à propos. L'étincelante princesse est surtout d'une franchise à toute épreuve. Certains esprits chatouilleux, notamment des journalistes, lui font un blâme public de ce franc-parler. Horace de Vielcassel, connu pour ses portraits à charge, dépeint la princesse de Metternich comme une lorette qui fume, qui joue et qui conte des histoires. Il est vrai que Pauline se moque pas mal du qu'en dira-t-on. Lily Moulton est outrée de surprendre un jour le couple Metternich dans un salon du château de Compiègne. Richard fume une cigarette. C'est d'ailleurs un fumeur compulsif qui prend l'habitude d'écraser les cendres dans la soucoupe de sa tasse à thé. Tandis que Pauline joue du piano en fumant la pipe. Tout y passe avec elle, cigarettes, pipes et même de gros cigares, selon une coutume viennoise. Ce qui ne manque pas de scandaliser les nobles dames de la vieille école. Le comte de Mauny souligne avec finesse. La princesse de Metternich est très complexe et trop subtile pour être jugée et comprise par les apparences. Artiste, fantaisiste, mobile, mais ce qu'elle est par-dessus tout, c'est une patricienne et une aristocrate, une grande dame jusqu'au bout des ongles, pleine d'élévation dans les idées, de noblesse dans les sentiments, de délicatesse dans le goût, de race et de distinction naturelle, à commencer par son extérieur d'une rare élégance.
Sous le règne de Napoléon III et Eugénie, le luxe à la française inonde l'Europe. Parmi les personnalités féminines qui font et défont les tendances à Paris, l'élégance de la princesse autrichienne Pauline de Metternich devient légendaire. L'américaine Lily Moulton confirme en 1863. La princesse de Metternich s'habille mieux que n'importe quelle femme de Paris. Elle a plus de chic. Elle donne le ton en matière de mode autant que l'impératrice. Son goût exquis la hisse en effet au rang des reines de la mode, dont on dissèque avec plaisir la garde-robe remplie de créations parisiennes. 120 robes de grande toilette, robes à queue montante ou décolletée, 60 costumes courts, 194 robes du matin, peignoirs ou robes d'intérieur, 60 manteaux, 50 châles, 152 jupons en percale brodés en mousseline, en taffetas blanc à traîne ou en soie de couleur pour accompagner différents costumes, 156 paires de gants, 56 paires de bottines, 70 ceintures, 64 broches, 72 paires de boucles d'oreilles, 32 éventails et 24 ombrelles. Les journalistes et les chroniqueurs guettent avec avidité les apparitions sensationnelles de Pauline lors des bals costumés, des festivités de cour et des soirées de gala, commentant à loisir le cachet particulier et le luxe de ses toilettes. Robe en tulle ou en velours noir brodé d'or, en gaze blanche semée de poussière argentée. À un bal donné par la comtesse de Persigny en 1863, elle suscite l'émerveillement dans une robe lamée de fer à cheval d'argent avec un grand fer à cheval en diamant sur le chignon. Pauline se fait un devoir d'apparaître toujours ruisselante de pierreries de la meilleure eau. Tantôt un diadème d'émeraude, tantôt un collier de velours d'où descendent des pendants de diamants, tantôt une éblouissante rivière de diamants étalée sur son décolleté. À une représentation de gala à l'opéra en 1864, les jeunes danseuses ne peuvent s'empêcher de jeter des regards de convoitise sur les cailloux extraordinaires de la princesse qui captent tous les regards. Si Pauline de Metternich est consacrée régente de la mode, c'est aussi grâce aux nouveautés auxquelles elle attache son nom. C'est elle qui lance le célèbre couturier Worth et accélère la révolution qui va propulser les couturiers au sommet de la hiérarchie des tailleurs et des modistes. L'anglais Worth, établi à Paris depuis 1846, aspire à faire connaître ses créations. Son épouse, brillante businesswoman, comprend qu'il faut une première icône à la maison. De concert avec son époux, elle jette son dévolu sur la princesse de Metternich. Un beau jour de l'année 1860, Mary Worth se rend chez la princesse qui la reçoit. Elle lui tend quelques croquis des plus spectaculaires robes imaginées par son époux. Worth a bien pris soin au préalable d'épingler sur chaque dessin des échantillons de tissus aux couleurs chatoyantes et très novatrices. Pauline est conquise. Elle décèle aussitôt l'artiste chez ce couturier dont les créations à la pointe de la modernité semblent faites pour sublimer les femmes. Je répondis que je ferais faire 2 robes, une du matin et une du soir, et qui l'une dans l'autre ne devait pas dépasser le prix de 600 francs, c'est-à-dire 300 francs chaque. Madame Worth ne se tenait plus de joie. La robe du soir devait être inaugurée au prochain bal des Tuileries. Je dois à la vérité de dire que j'en ai rarement vu de plus jolie et de mieux faite. Elle était en tulle blanc lamé d'argent, ce qui était tout nouveau, et garnie de pâquerettes à cœur rosé, placées dans des touffes d'herbes folles. Ses fleurs étaient voilées de tulle blanc. Une large ceinture en satin blanc entourait ma taille. J'avais piqué des diamants partout. Et Worth eut son premier succès. L'impératrice, en entrant dans la salle du trône où le corps diplomatique se tenait toujours réuni pour le cercle, aperçut en un clin d'œil le chef-d'œuvre. Lorsqu'elle vint à moi, elle me demanda de suite qui avait fait cette robe si merveilleusement jolie dans sa simplicité et son élégance. « Un Anglais, madame, une étoile qui se lève au firmament de la mode. »« Et quel est son nom ?»« Worth. »« Eh bien, reprit l'impératrice, que l'étoile est des satellites. Je vous prie de lui faire dire de venir chez moi demain matin à 10h. » Worth était lancé et j'étais perdue, car à partir de ce moment-là, les robes à 300 francs ne revirent plus le jour. Dès lors, Worth est adopté par toute la cour impériale. Lancé lors d'un bal grâce à Pauline, il se spécialise justement dans les robes de bal et incarne la rénovation complète de l'esthétique féminine.
Véritable autocrate du goût, ses créations toujours changeantes imposent aux élégantes un renouvellement continuel de leur garde-robe pour rester dans le coup, ce qui lui vaut le surnom de tyran de la mode. Un journaliste du Petit Figaro écrit en 1868 « La princesse de Metternich invente nos chapeaux et décrète nos jupes, que Worth exécute. » Les autres maisons parisiennes profitent de la popularité de Pauline pour baptiser de son nom certaines de leurs créations. On découvre bientôt la couleur vert Metternich, la ceinture Metternich, la toque Metternich, les bottes Metternich ou encore l'éventail Metternich de la maison Violet, lancé en 1868, qui devient en moins de 2 mois le complément indispensable à toute belle toilette du soir. On se les arrache dans la boutique La Reine des Abeilles, boulevard des Capucines, où les chroniqueurs notent un encombrement extraordinaire de dames. Nous sommes en 1859. Paris bouillonne de vie. Le Second Empire insuffle un renouveau artistique extraordinaire. Après avoir triomphé à Dresde et à Weimar avec son vaisseau fantôme, son Tannhäuser et son Lohengrin, Richard Wagner revient dans la capitale française qu'il avait boudée des années plus tôt. Il arrive sans introduction, sans argent, mais déterminé à conquérir cette gloire parisienne qui lui fait encore défaut. L'opéra, cependant, ne veut pas en entendre parler. La renommée de ce compositeur n'a pas encore traversé les frontières des territoires allemands. Il commence donc par donner des concerts au théâtre des Italiens. La presse se déchaîne. Certains crient à l'assassin de la musique, d'autres s'enthousiasment et se réjouissent. En somme, c'est beaucoup de bruit mais très peu d'argent. Et surtout, les portes de l'opéra restent fermées. C'est là qu'intervient la princesse Pauline de Metternich. En plus d'être une personnalité pleine d'esprit que s'arrachent les salons parisiens, la muse des couturiers, l'égérie des élégantes, la princesse est une grande passionnée d'art. La musique, surtout, la fait vibrer de tout son être. Elle-même est excellente musicienne, elle joue divinement du piano. Surtout, elle est une fervente admiratrice de Wagner, au point que les journaux notent que son fauteuil semble agité du démon de la danse lorsqu'elle l'écoute. Naturellement, elle s'érige en protectrice. Jouant de son influence auprès du ministre d'État, le comte Walewski, chargé de l'organisation des fêtes et cérémonies impériales et intervenant directement dans la programmation des théâtres, elle le décide enfin à faire monter Tannhäuser par la direction de l'opéra. Hélas, les concerts populaires où la partie chorégraphique tient encore la première place n'ont pas initié le public parisien à ce nouveau mode de symphonie, à ces longs récitatifs où le génie encore incompris de Wagner puise toute son ampleur. Un vent de fronde se lève avant même la première représentation, fixée au 13 mars 1861. Quoi ? Des artistes font faction depuis 20 ans aux portes de l'opéra, qui leur reste obstinément close, et voilà qu'un étranger se présente, introduit par une autre étrangère, et les portes s'ouvrent. La rancune et l'injustice empoisonnent l'opinion qui se fait malveillante. Le jour tant attendu arrive. L'effervescence est à son comble dans la salle de l'opéra. La princesse de Metternich, installée dans sa loge, attend avec fébrilité. C'est un massacre, l'un des plus grands scandales de la carrière de Wagner. Un déchaînement terrible de cris, de huées, de rires, de sifflets. 1000 gamineries d'un public en démence, racontent les journaux. Devant tant d'injustice et de bêtises, Pauline serre rageusement son éventail qui se brise entre ses mains. Le scandale est tel que le Tannhäuser est retiré après 3 représentations. On jase sur le coût des décors et des costumes. 100 000 francs chaque représentation. Et même pas de balai par-dessus le marché. Persuadée du génie de Wagner, Pauline ne retire pas pour autant son soutien au compositeur blessé et se dresse contre ses adversaires. À la fin de l'année 1861, elle parvient à mettre au programme de l'opéra le Tristan et Iseult de son protégé. Elle assiste même à la première répétition avec orchestre où les musiciens déchiffrent l'ouverture, le 2e acte et le final du 3e. Un public nombreux assiste à ce premier essai. Mais l'heure de la gloire n'est pas encore venue. Ce n'est qu'à force de patience,
et de bonnes fées comme la princesse de Metternich, que Wagner finira par conquérir le public parisien. On croise souvent le compositeur chez sa protectrice rue de Grenelle. Son caractère irascible étonne l'américaine Lily Moulton qui le côtoie en février 1864. L'autre soir, j'y rencontrais Richard Wagner, qui venait d'assister à une représentation aux Italiens, dans la loge de la princesse. Je fus très heureuse de me trouver en compagnie du maître, bien qu'il m'apparût terriblement sévère et solennel, d'un esprit satirique aigu et peu enclin à l'indulgence. Rien n'a l'heure de lui plaire. Il trouve les théâtres de Paris horriblement sales et de mauvais goût, les acteurs médiocres, les chanteurs pires, les orchestres de second ordre, le public ignorant, etc. Tout cela formulé avec un sourire sarcastique et un air plein de suffisance qui semble vouloir dire « C'est moi, Richard Wagner, qui vous le dis. Il est vrai qu'un génie peut se permettre tous les paradoxes. » C'était Marie Petitot dans le podcast Plume d'Histoire. À très bientôt pour le prochain épisode de la série Égérie du Second Empire.